Bonjour à toutes et à tous, grands observateurs du cinéma et ou investigateurs de la science et tous ceux qui nous écoutent en regardant le ciel tout en essayant de ne pas confondre étoiles polaires et lumière d'un avion. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7e art la ramène, sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Au bout de 4 saisons, vous connaissez peut-être la chanson, mais le principe est assez simple, on prend un film et on se pose des questions plus ou moins étranges, sauf que ce mois-ci, ce n'est pas un ou une, mais des experts qui vont y répondre. Ce numéro spécial sera d'ailleurs divisé en 3 parties, toutes réalisées autour du film Don't Look Up, Déni cosmique d'Adam McKay. Et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est comment lutter contre le scepticisme vis-à-vis de la science. Pour cela, nous allons explorer la naissance, la diffusion et parfois la dissimulation de la parole scientifique, s'interroger sur le rôle des médias dans la transmission de ces informations et tenter de mettre fin aux fake news. Pour nous aider, nous aurons à nos côtés tout au long de ces 3 épisodes 4 spécialistes. D'abord Valérie Jeanne-Perrier, enseignante-chercheure en sciences de l'information et de la communication et responsable de l'école de journalisme le CELSA. Nestor Eran, maître de conférences en histoire des sciences à Sorbonne Université. Linlan Dao, journaliste au CINT sur la chaîne France Info. Et enfin Michel Dubois, directeur de recherche au CNRS, professeur de sociologie des sciences et directeur du GEMAS, le groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne. Pouvez-vous me donner les estimations les plus récentes sur sa trajectoire ? Kate ? J'ai passé la journée à refaire les calculs, mais je tombe toujours sur le même résultat. Elle touchera la surface de la Terre dans 6 mois et 14 jours. Même résultat. Mathieu, quel est votre résultat ? D'après le logiciel Scout, ce sera dans 6 mois et 14 jours. Nous avons 6 mois et 14 jours. Et elle ferait environ entre 5 et 10 kilomètres de large. Ce qui veut dire que... Qu'elle conduirait à une extinction de la vie sur Terre. Mais avant de nous lancer dans la première partie de cet épisode un peu spécial, petit résumé des faits dans Don't Look Up. Sorti en 2021, le film d'Adam McKay s'est offert un casting très joli qui va de Leonardo DiCaprio à Jennifer Lawrence en passant par Cate Blanchett, Meryl Streep ou encore Timothée Chalamet pour narrer un récit fortement inspiré de l'actuelle crise climatique dont beaucoup tardent à se soucier malgré le consensus scientifique. Ainsi, 2 scientifiques font une étonnante et dramatique découverte. Une comète fonce tout droit sur la Terre. Mais le genre de comète qui pourrait ravager la vie sur notre planète façon dinosaure. Problème, face au sarcasme médiatique, au déni politique et au désintérêt du public, le docteur Randall Mindy et sa doctorante Kate Dibiasky peinent à se faire entendre. Et c'est particulièrement sur cette dernière information que nous allons concentrer la première partie de ce numéro hors série. D'où vient la parole scientifique et quelles difficultés rencontre-t-elle pour sa diffusion ? Pour débuter cette conversation, rien de mieux que de mettre les points sur les i. Autant tous partir sur les mêmes bases. Alors, qu'est-ce que la science selon l'historien des sciences, Nestor Eran ? Tout d'abord, il faut préciser qu'est-ce qu'on entend par science. Est-ce que la science, je l'entends par la production des connaissances. Et alors, si c'est ça, en effet, la science, on peut dire que ça existe depuis l'origine de l'être humain. Et alors, l'être humain étant un animal qui est intelligent et dont le processus cognitif sont importants et sophistiqués, voilà, elle a généralement recours à manipuler son environnement, à connaître son environnement. Et voilà, alors la science en tant que connaissance existe, l'interaction avec la vie humaine en tous ses aspects existe depuis l'origine de l'être humain. Alors, mais quand on pose la question, généralement on parle de la science dans le sens moderne. Ça veut dire la science qui existe depuis le XVIIe, XVIIIe siècle et qui, dont il y a un côté, les scientifiques considérés comme une profession spécifique avec toute une série d'institutions qui se met en place pour favoriser son travail. Et la notion de scientifique en tant que profession, quand est-elle apparue ? Le processus de professionnalisation du scientifique, et même l'émergence du mot scientifique, par exemple en anglais, s'est produit plutôt au XIXe siècle. C'est le moment vraiment que la science acquiert cet statut, comme une sorte de profession à part entière. Et voilà. Et alors c'est à ces moments qu'on peut parler des interactions modernes entre sciences et d'autres domaines. Dans Don't Look Up, nos 2 scientifiques, le docteur Randall Mindy et sa doctorante Kate Dibiasky, ont donc du mal à se faire entendre. Une comète géante, c'est grave, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter grand monde. Plus généralement, la parole scientifique a parfois du mal à être écoutée.
Mais est-ce qu'on peut parler de défiance ? C'est ce que va éclaircir avec nous Michel Dubois, professeur de sociologie des sciences et directeur du GEMAS. Oui, je pense qu'il y a deux sujets en fait qui me semblent assez différents. Il y a d'un côté l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis du discours scientifique, et ça effectivement on peut le qualifier en termes de confiance ou de défiance. Et à mon sens, depuis maintenant quelques années, on a le sentiment, en tout cas en France, qu'il y a une forme de défiance du grand public à l'égard de la communauté scientifique. Ça a été particulièrement évident pendant la période Covid, où finalement une grande partie du débat public a été cadrée dans les termes de la défiance à l'égard de la science, des experts, etc., etc. Et c'est vrai en France comme à l'étranger. Donc ça c'est un premier sujet, et moi je considère en tant que sociologue et en tant que ayant mis les mains dans la production d'enquêtes sur ce sujet que ce débat est vraiment mal cadré et qu'il ne pose pas les bonnes questions, et ce qu'on a plutôt dans les enquêtes nationales ou internationales, c'est plutôt l'expression de confiance. Donc le public est plutôt confiant à l'égard de la science. Par contre, il est clair que les scientifiques, eux, sont relativement anxieux, une forme d'anxiété, comme s'il y avait une dimension un peu anxiogène, et nos collègues scientifiques ont souvent l'impression qu'il y a une crise majeure entre science et société. Donc c'est intéressant de comprendre pourquoi on a cet écart important entre d'un côté des attitudes qui sont des expressions de confiance, et puis de l'autre côté l'idée qu'il y aurait une crise qui serait une crise latente et permanente, et voire croissante depuis quelques années. Donc ça, je dirais, c'est la question des attitudes. Et puis il y a un autre problème qui est quel est le degré d'attention qu'on va accorder à la parole scientifique. Et c'est vrai que le film, de ce point de vue-là, joue sur différents registres. Il joue sur la capacité du scientifique à être entendu par le politique, ensuite entendu par le milieu journalistique, et ensuite entendu par le grand public d'une façon générale. Mais alors, si la confiance est bien là, pourquoi les scientifiques eux-mêmes ont une sensation de méfiance vis-à-vis de leurs paroles ? Oui, il y a de multiples raisons. Une première raison, c'est l'attention qu'accordent les scientifiques à l'expression des minorités, et des minorités qui sont généralement mobilisées et présentes sur des outils de communication comme les réseaux sociaux. Et le film, de ce point de vue-là, donne quelques exemples assez amusants, effectivement, où on voit le personnage principal en train de regarder un réseau social, et il est contesté par quelqu'un qui ne connaît rien à l'astronomie, et il s'en étonne. Et je pense que tous les chercheurs, pendant la période Covid, qui ont été investis sur les sujets biomédicaux, ont eu le même sentiment d'étonnement et parfois de consternation de voir que leur parole, qui est une parole experte, pouvait être contestée et mise en concurrence avec d'autres types de paroles. Et donc, il y a une forme d'apparence, de décrédibilisation de la parole scientifique sur ces espaces de réseaux sociaux. Donc ça, je dirais que c'est un premier constat, et un constat évident. La question, en tout cas, qui est importante, c'est qu'est-ce que pèse cette contestation de la parole scientifique sur les réseaux sociaux par rapport à une opinion générale. Et donc ça, c'est ce que j'essaye de dire. Il faut vraiment dissocier ce qui est l'expression publique de minorités mobilisées sur des réseaux sociaux de ce qu'est l'opinion générale d'une population dans son hétérogénéité. Et donc c'est très important pour ça de bien dissocier ces deux dimensions-là. Et lorsqu'on fait ce travail de dissociation, on voit donc que l'assentiment, la confiance est plutôt un sentiment majoritaire. Et nécessairement, bien entendu, dans toute société, il y a toujours une partie minoritaire qui va se mobiliser pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et elle le fera sur des outils qui sont plus ou moins efficaces. Et de ce point de vue-là, les réseaux sociaux sont plutôt efficaces. Donc là, pour pouvoir peut-être rassurer nos collègues scientifiques, il faut faire un petit travail d'éducation, peut-être d'éducation à ce qu'est la société, d'éducation à ce qu'est la différence entre une expression minoritaire et une expression majoritaire, une expression mobilisée et non mobilisée. Et donc, voilà, c'est aussi ce petit travail-là qu'il y a à faire pour pouvoir les rassurer. Donc ça, c'est un premier point. Puis il y a un deuxième point qui me paraît peut-être plus structurel et plus important encore, c'est qu'il y a sans doute chez beaucoup de nos collègues le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés, pas suffisamment entendus. Et là, on revient à la question de l'attention, notamment par les autorités publiques. Et c'est vrai que le film parle d'une comète, mais tout le monde sait effectivement que la comète, c'est pas vraiment de ça dont on parle. C'est un changement, effectivement, ce changement climatique dont on parle maintenant depuis 40, 50 ans. Et beaucoup de scientifiques, beaucoup d'experts qui ont contribué à produire les savoirs autour de ce phénomène climatique, finalement, font le constat aujourd'hui d'une forme d'impuissance et d'une forme de désintérêt ou d'inattention. En tout cas, ils considèrent que les politiques publiques ne sont pas à la hauteur des enjeux du changement climatique. Et donc, cette crise dont on parle, c'est pas simplement une crise du scientifique à l'égard du grand public, même s'il y a des éléments qui sont importants, mais c'est avant tout, me semble-t-il, une crise vis-à-vis des autorités publiques, des pouvoirs publics, et sans doute de leur sous-investissement du point de vue des mesures qui sont prises par rapport à ces grands enjeux qui nous concernent tous. Qu'est-ce qu'une parole scientifique crédible ?
Alors, elle ne sera jamais incontestable, sinon, effectivement, ça ne serait pas une parole scientifique. Donc, l'idée d'une parole scientifique, c'est une parole qui n'est jamais exempte, d'une façon ou d'une autre, de l'exercice de l'esprit critique, d'une forme d'esprit critique. Et c'est aussi, une parole scientifique est souvent aussi une parole collective, collégiale. Et donc, c'est vrai qu'il y a souvent un enjeu, en tout cas au niveau des établissements de recherche, de réfléchir à la façon dont doit s'exprimer la science. Est-ce que c'est une parole personnelle ou est-ce que c'est une parole collective et qui parle si c'est une parole collective? Est-ce qu'on va déléguer quelqu'un qui va représenter une communauté scientifique ou un établissement de recherche? Voilà, là, il est clair que sur cette question, il faut... la crédibilité, elle va s'articuler, bien sûr, à ce que l'on est, c'est-à-dire aux attributs que l'on va présenter. Donc, moi, je viens ici en tant que sociologue, en tant que directeur de recherche CNRS, et vous n'allez pas voir si mes diplômes sont réels, vous n'allez pas voir si je suis réellement au CNRS. Voilà, exactement. Et donc, vous ne mettez pas encore à ce stade en cause ma crédibilité, même si ça viendra à la fin du podcast. Malgré tout, effectivement, vous faites confiance et vous acceptez cette idée que la parole est une parole experte et qui doit être entendue en tant que telle. Après, nous, ce qui est attendu du point de vue justement du maintien, de l'entretien de cette crédibilité, c'est de définir d'où l'on parle déjà. De savoir, voilà, on dit, moi je suis spécialiste de tel ou tel sujet, je ne vais pas vous parler de climatologie, je ne vais pas vous parler de tel ou tel sujet en physique des fluides. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'y connais rien. Et donc, je vais délimiter une sorte de périmètre dans lequel j'estime être légitime. Et cette légitimité, je ne l'ai pas produite moi-même, je l'ai quelque part produite à partir des interactions avec mes pairs. Et donc, l'idée, c'est à la fois d'avoir une parole qui est située et puis de développer un discours qui est toujours fondé sur un état des savoirs qui a été plus ou moins validé par les pairs. Et ça, c'est un élément récurrent dans ce film. On voit ce personnage du professeur Mindy qui est sans arrêt en train d'invoquer cette figure du contrôle par les pairs, le peer review. C'est un terme qui revient sans arrêt parce que pour lui, c'est le point d'accroche qui fait qu'une science est solide ou elle ne l'est pas. Et effectivement, c'est un repère, on va dire, c'est un mécanisme central pour la communauté scientifique. Un savoir n'est jamais un savoir qui est produit dans un coin par une personne sans qu'elle soit contrôlée, attestée par une communauté. Et donc, c'est une dimension collégiale. C'est ce qu'on appelle, dans d'autres termes, une forme de scepticisme organisé, c'est-à-dire que c'est une mise à l'épreuve des savoirs qui est une forme collégiale. Et donc, quand on parle, effectivement, pour pouvoir être crédible, il faut pouvoir, d'une façon ou d'une autre, se positionner, être en rapport avec cette dimension de scepticisme organisé. Dans le film, le docteur Randall Mindy et sa doctorante Kate Dibiasky font face à un déni politique, un sarcasme médiatique et un désintérêt du grand public. Et si en fait c'était les scientifiques qui n'arrivaient pas à se faire comprendre ? J'essaierai de nuancer peut-être entre ces trois dimensions qui sont un petit peu différentes. Il me semble que les scientifiques ont plus ou moins la capacité d'interagir de façon efficace avec le politique et il y a une forme d'expérience sur différents types de sujets parce que la mobilisation des scientifiques autour d'enjeux politiques n'est pas nouvelle, c'est quelque chose qui est relativement ancien. Tous ceux qui étudient ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie politique des sciences savent que dans l'immédiat, par exemple après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu énormément de mobilisation politique du milieu scientifique et il y a une forme d'efficacité de ce point de vue-là. Donc, même si on voit que sur le climat, ça ne fonctionne pas et qu'il faut renouveler une partie du registre de mobilisation. Après, je pense que beaucoup de questions se posent sur la capacité des chercheurs à communiquer au-delà de ce milieu directement qui parfois est intéressé par les sciences, vers le grand public, vers les journalistes. C'est évident que nous n'avons pas, en tant que chercheurs, de formation à la communication. Personne, dans son cursus, a normalement du média training. Et c'est vrai que là, c'est un gag récurrent dans le film de dire mais ce chercheur, cet astronome n'a jamais eu de média training, il serait peut-être temps de le former parce qu'il ne va pas être capable de parler à la télévision. Et c'est pas faux parce que effectivement, pour pouvoir être efficace et pour pouvoir parler et porter une parole publique, il faut effectivement avoir un peu d'apprentissage et ça ne vient pas naturellement. Et le personnage, de ce point de vue-là, fait le constat de son échec de communication de façon répétée. Il voit ses propres incapacités et il progresse de façon très très progressive. Après, aujourd'hui, effectivement, je pense que ce qui est intéressant par rapport à la situation actuelle, c'est qu'il y a une réflexion globale qui est assez visible depuis maintenant 2-3 ans autour de la capacité justement des chercheurs à s'engager publiquement et à parler de façon publique autour d'un certain nombre d'enjeux notamment autour du climat. Il y a eu récemment un avis du comité d'éthique du CNRS sur cette question de l'engagement public des chercheurs juste avant l'été, où on dit bien, voilà, les chercheurs sont tout à fait dans leur droit, s'ils veulent s'engager publiquement, il faut simplement définir
définir les conditions qui permettent de faire ça de façon éthique et qui soit conforme à l'éthique de la recherche. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté majeure. Après, ce qui est intéressant, et ce qui me semble assez également présent dans ce film, c'est l'idée que la communication doit pouvoir aussi se faire du point de vue du ressenti. C'est pas simplement transmettre des informations objectives, c'est pas simplement transmettre des données, c'est aussi, lorsqu'on est face à un événement catastrophique, en fait, être capable de dire ce qu'on ressent. Et je crois que le personnage principal dit bien, voilà, c'est une situation terrifique, il n'y a pas de raison d'être heureux, il n'y a pas de raison de garder un message léger. On est dans une situation catastrophique et il faut agir en conséquence. Et il me semble qu'une partie de la mobilisation des chercheurs depuis maintenant 2 ans autour des enjeux climatiques essaye précisément de restituer cette dimension subjective, cette dimension émotionnelle. Et c'est un élément qui est de plus en plus, me semble-t-il, présent dans la communication des chercheurs. Et c'est sans doute à dessein, c'est-à-dire c'est aussi pour toucher davantage le grand public d'une façon générale. Mais ce registre des émotions ne remet-il pas en cause l'idéal de neutralité qui accompagne les scientifiques ? Effectivement, je pense que c'est une sorte d'idéal. Donc personne, bien sûr, n'est totalement abstrait d'un environnement qui est constitué de normes, de valeurs, et donc personne ne pense naïvement qu'il y a une forme de neutralité absolue. Mais c'est plutôt une neutralité en tendance. Et lorsqu'on a fait une enquête en 2022 auprès des scientifiques du CNRS en leur demandant s'ils étaient plus ou moins attachés à cette idée de neutralité, ou au contraire il fallait s'en débarrasser, la majorité de répondants restent attachés à cette idée-là. Et il est évident que c'est souvent une condition de possibilité pour pouvoir être entendu lorsqu'on se déplace dans les médias. Et après, cette question, c'est est-ce que cette neutralité, une fois qu'on a dit ça, empêche l'expression d'une dimension subjective, de sentiment ? Non, ce sont deux choses, ce sont deux registres, si vous voulez, qui fonctionnent un petit peu en parallèle. Il faut à la fois être capable de restituer ce qu'est l'état des données, indépendamment des engagements idéologiques. Et une fois qu'on a dit ça, quelles sont les conséquences? Et on peut effectivement agir sur des leviers un petit peu subjectifs, sur du ressenti, sur de l'émotion, pour pouvoir être plus efficace du point de vue de la communication. Donc je dirais que moi, j'entends ça davantage comme une stratégie de communication, plutôt que comme une sorte d'abandon de l'idéal de neutralité. Vous respirez bizarrement, ça me met mal à l'aise. Excusez-moi, j'essaie de formuler les choses de façon claire. Je sais, oui, mais c'est genre trop stressant. Je voudrais écouter ce que vous dites. Je ne crois pas que vous compreniez la gravité de la situation. J'essaie de vous l'expliquer le plus clairement possible. Je ne sais pas... Madame la Présidente, cette comète est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. C'est exact. Quels sont les risques que ça arrive? Il y a 100% de risque d'impact. S'il vous plaît, ne dites pas 100%. Disons que c'est un événement hypothétiquement significatif. Oui. Mais ça n'a rien d'hypothétique, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Ça va vraiment se passer. On est sur du 99,78% pour être exact. Oh, génial. Ok, donc c'est pas 100%. En général, les scientifiques n'aiment pas dire 100%. Disons 70%, avançons et n'en parlons plus. Mais on est loin du compte avec 70%. Vous ne pouvez pas aller dire aux gens qu'il y a 100% de chances qu'ils meurent. Comme l'expliquait Michel Dubois, même s'ils ont l'impression de ne pas toujours être entendus et voient leurs recommandations pas toujours prises en compte, notamment en matière de réchauffement climatique, les scientifiques entretiennent des liens avec le pouvoir depuis longtemps. Et cela date même d'avant la définition de la science comme profession. Et plus surprenant encore, le principal mécène de la science n'était même pas alors le pouvoir politique, selon Nestor Erhan. Qui est le principal, on peut dire, mécène, ou le principal, qui donne le plus important support aux sciences dans le Moyen-Âge, en Europe. C'est la religion, c'est la religion catholique, qui font des monastères dans lesquels on peut se copier des livres, qui va établir des universités qui vont se transformer aussi dans le lieu de production des connaissances médicales, de récupération des textes anciens. On va développer la philosophie aristotélicienne, et on va la lier avec la théologie chrétienne, et on va faire une sorte d'hybride à un certain moment. Voilà, alors il y a cette église qui est vraiment un acteur important, bien sûr, avec aussi une volonté de contrôler la connaissance, pour contrôler aussi mieux la société et ses idées. On peut parler par exemple du cas Galilée, dans lequel on est avant l'existence moderne d'un professionnel scientifique, mais bon, il y a un savant qui est Galilée, qui est professeur universitaire, il y a une sorte
d'institutionnalisation dans certaine manière, et aussi qui après devient protégé des mécènes, comme sont le fameux Medici de Florence. Voilà, alors, et lui, il y a interaction, il produit ses connaissances, mais joue à la fois tout un jeu politique et savant avec les pouvoirs, que ce soit la cour de Medici ou les papes, dont lui, par exemple, il est un ami personnel. Et voilà. Et dans ces cas, on voit déjà émerger cette figure de ce savant fait pleinement inséré dans le rouage de ce qu'on peut parler de la politique. Mais comme on peut le voir avec le Dr Mindy dans Don't Look Up, ces liens science et pouvoir, ou même science et médias, ou encore science et technologie, ont tendance à se retourner contre la parole scientifique elle-même, cette dernière paraissant alors erronée ou manipulée par des intérêts qui entreraient en conflit avec la sacro-sainte mission du scientifique, comme le précise Michel Dubois. Il y a effectivement beaucoup d'études sur le sujet pour voir justement de quelle manière les attitudes que l'on peut avoir par rapport aux scientifiques évoluent en fonction de la façon dont ce scientifique est perçu dans sa proximité avec d'autres types de sphères. Donc il est évident que si on demande à un panel d'enquêter de savoir s'ils font ou pas confiance à des universitaires académiques libres de toute forme d'intérêt privé, on va avoir des niveaux de confiance très élevés. Par contre, si on pose la même question pour des experts qui sont convoqués ou qui sont sollicités par des autorités publiques pour produire des décisions liées à des situations plus ou moins de risque. Et dans ce cas-là, on va immédiatement avoir tendance à avoir une expression de confiance qui va décroître. Même chose lorsqu'on va interroger des enquêtés, lorsqu'on leur demande d'exprimer leur degré de confiance accordé aux ingénieurs ou aux chercheurs qui travaillent dans l'industrie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont perçus davantage comme proches d'intérêts privés. Ce qu'il faut comprendre, voire accepter, c'est qu'il n'y a pas une science, mais des sciences. Pas un scientifique, mais des scientifiques. Il y a des sciences, il y a des scientifiques avec deux formations très différentes, avec des disciplines différentes, avec aussi des valeurs aussi différentes. Alors, c'est pas les mêmes, on dirait, ce qui même anime son intérêt pour obtenir des connaissances, c'est les mêmes, parfois, un climatologue qui est un ingénieur qu'un économiste. Voilà, et tous font partie d'un certain communauté scientifique. Si cela ne veut pas dire qu'une science vaut mieux qu'une autre, le fait est qu'elles peuvent être appréciées différemment et notamment par les pouvoirs en place. Alors, cette communauté hétérogène, il y a différents rapports aussi au pouvoir. Généralement, dans le monde moderne, on favorise ce qu'on pourrait parler les sciences prométhéennes, les sciences qui donnent le pouvoir technique. Ça veut dire, si on voit un peu qui a dirigé un peu la politique scientifique, c'était généralement les scientifiques qui ont été capables de donner des instruments à pouvoir pour se consolider, pour se perpétuer. À quel point nous étions heureux chez Bache quand nos astrogéologues ont fait cette découverte et ont confirmé que cette comète qui fonce droit sur nous depuis les profondeurs de l'espace contient effectivement l'équivalent d'au moins 32 000 milliards de dollars en matériaux essentiels à la technologie. Excusez-moi, qui nous permettra de c'est pour ça que vous avez annulé la mission. C'est parce que vous voulez exploiter la comète pour en extraire des minéraux. Je crois qu'il faut garder les questions Mais pour la fin de la présentation. Et vous verrez sans doute que les réponses auront déjà été données. Bien, Madame la Présidente. Si on prend en compte tous les autres métaux qui sont contenus dans la comète, en réalité, sa valeur sera quasiment de 140 000 milliards de dollars. 140 000 milliards. Oui. Tous ces milliers de milliards de dollars, vous pensez que ce sera important si l'humanité tout entière meurt quand la comète nous perpétrera ? J'avais posé la même question, Jenny. Dans le film, aux prédictions alarmistes des deux scientifiques, la présidente Orléans préfère Peter Isherwell, le créateur de l'entreprise technologique Bache, qui propose de créer des technologies qui, à la fois, tireraient profit des métaux précieux que contient la comète, tout en la disloquant pour éviter une collision. Deux visions de la science qui s'opposent donc. Mais en réalité, rien n'est tout noir ni tout blanc, tout dépend d'où on se place. Le film, de ce point de vue-là, effectivement, met l'accent, notamment à travers cette figure, effectivement, de quelque chose qui ressemble à Elon Musk, en fait, sur la façon dont les intérêts privés vont interférer avec la science. Puisque, effectivement, le personnage principal, à un moment donné, est confiant dans une solution qui est apportée pour résoudre le problème. Cette solution tombe à l'eau parce que, précisément, il y a une interférence. Ce leader technologique vient dire, non, finalement, il ne faut pas détruire cette comète. Au contraire, il faut essayer de l'exploiter.
Et c'est sur cette base-là, finalement, que tout le scénario rebondit. Et donc là, la science apparaît comme corrompue dès lors qu'elle est portée par des intérêts privés. C'est pour ça que, par certains aspects, ce film donne une vision, sans doute, sous forme de farce, de satire, de façon très caricaturale, en opposant ce qui serait une recherche académique fondée uniquement sur du peer review à une recherche privée qui serait une recherche purement technologique et fondée sur uniquement la recherche de profit. Dans la réalité, les choses sont beaucoup plus complexes, mais pour les ressorts du scénario, ça fonctionne plutôt bien. Et il faut tenir compte de la discipline avec laquelle travaillent les scientifiques. Par exemple, dans le cas du réchauffement global, c'est pas les mêmes l'avis qu'il peut donner au pouvoir un ingénieur qu'un économiste, qu'un spécialiste en technologie nucléaire, une personne qui travaille en biologie pour la conservation des animaux, ou d'autres. Alors ça va établir de très différentes communautés, c'est aussi des tensions au sein de la communauté scientifique au large, qui est en fonction de ces alliances qu'il va établir avec les pouvoirs et les possibles solutions à un problème donné. Cependant, ces oppositions scientifiques naturelles sont peau de chagrin face à d'autres obstacles plus importants à la diffusion de la parole scientifique. Il y a parfois une véritable volonté de ne pas laisser une vérité scientifique se diffuser quand elle contrevient aux intérêts de quelques-uns. Et ce n'est pas nouveau, comme l'explique Nestor Erhan. Galilée et son livre Dialogue sur les 2 grands systèmes du monde en ont ainsi fait les frais. Lui qui avait été soutenu par l'Église, dans ses recherches, il mettait en avant que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, le fameux héliocentrisme, quand l'Église romaine, elle, prônait l'inverse, soit le géocentrisme. Et sur le moment, ça n'a pas tourné à l'avantage de Galilée. Et la censure qui peut être artistique, mais peut être aussi scientifique. Voilà, on a parlé avant du cas de Galilée. Voilà, ça, c'est les ouvrages de Galilée vont entrer dans l'index d'ouvrages interdits du Vatican, qui va être appliqué, et dans le sens que dans les lieux où le pouvoir des Romains est important, ces livres vont être interdits d'être vendus, d'être lus, d'être commentés à l'université, enseignés à l'université. Voilà, alors il y a un processus de censure qui peut s'établir, et c'est assez typique, et qu'on trouve en jeu à différentes périodes de l'histoire. Mais depuis, si la censure a disparu, du moins des démocraties modernes, un autre procédé s'est mis en place. La fabrique du mensonge. C'est d'ailleurs ce que l'on voit dans Don't Look Up, dans la manière qu'a le gouvernement de dissimuler l'information en la noyant sous de nombreuses informations contraires. Un procédé qu'évoquait notamment Al Gore dans son documentaire Une vérité qui dérange et qui est très bien décrit dans le livre Les marchands de doute de Naomi Oreskes et Eric Conway. Nestor Erhan l'expose un peu plus précisément. C'est l'occultation de cette connaissance inconfortable, incommode, par un bruit médiatique, une déviation de l'intérêt. Et ce qu'on voit récemment, c'est l'émergence d'un nouvel type de manière de contrecarrer ces processus, qui consiste à la production de doutes, de stimuler la recherche dans des scientifiques qui sont à l'encontre de ces connaissances, et utiliser le pouvoir financier pour faire remonter ces travaux de ces autres scientifiques dans la sphère publique et noyer un peu le débat, ou faire créer les doutes sur ces questions. Le procédé est donc très simple, freiner le progrès de la connaissance en utilisant la science contre elle-même, en produisant par exemple des études biaisées. Elles ne sont pas forcément fausses, mais elles désaxent le regard. C'est par cette méthode notamment que l'on a mis près de 50 ans à admettre la toxicité du tabac, ou que certains questionnent encore le réchauffement climatique malgré le consensus scientifique. La science a donc besoin de porte-paroles forts, clairs et étayés, qui peuvent trier le vrai du faux. Et c'est notamment le rôle des journalistes, de jouer les interfaces entre scientifiques et grand public. C'est ce que nous explorerons dans le prochain épisode de ce hors-série de 7e Science. Rendez-vous dans un mois. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.